Donc, je me présente. Donc, je suis Gabrielle Dufour, responsable communication de Agridé. Donc, Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. C'est l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Je te présente aussi, François. Donc, nous allons animer la plénière de ce forum de Vox Déméter. D'ailleurs, un grand merci à Anne pour cette confiance. François, je te présente. Alors, déjà, il faut quand même dire à tout le monde que tu es un ancien d'Agridé. Très ancien. Voilà, tu as travaillé ici dans cette structure. Nous aurons aussi Marie-Laure dans la deuxième table ronde, qui est aussi une ancienne d'Agridé. Donc, c'est vous dire, comme cet endroit, on s'y sent bien parce qu'on a envie d'y revenir. Au rang d'ancien directeur d'Agridé ou de la SAF, je dois vous dire qu'ici, avant, c'était une salle d'art et d'essai de cinéma où on venait voir les films d'intellectuels. Voilà. Et alors, Agridé s'appelait avant la SAF, Société des agriculteurs de France. Elle existe depuis 1867. C'est une vieille dame. Et alors, bien sûr, la structure a beaucoup changé. Elle est aujourd'hui vraiment un think tank. Elle était bien autre chose avant. Mais il y a quand même des choses qui sont toujours restées. Il y a toujours eu cet esprit, cet ADN de l'entreprise agricole, de faire progresser les entreprises agricoles, les femmes et les hommes chefs d'entreprise agricole, sur des questions à la fois économiques, évidemment, entreprises, mais aussi environnementales et sociales. C'est ce laboratoire d'idées de l'agriculture et de l'agroalimentaire à qui on doit les premières caisses de Crédit Agricole, c'est devenu le Crédit Agricole, à qui l'on doit également les premières AMA, Assurance Mutuelle Agricole, c'est devenu Groupama, etc. École d'ingénieur, cofondateur de l'INRA, laboratoire des agriculteurs de France, né en 1867 par Louis Pasteur, un des adhérents de la SAF, etc. Donc un passé important. Voilà pour la petite page d'histoire. Maintenant, le lien entre Vox Déméter quand même et Agridé, il est quand même assez proche. Pourquoi on le fait aujourd'hui, le forum de Vox Déméter ici, c'est pas tout à fait un hasard. Anne Dumonnet-Leca et Vox Déméter font partie de l'écosystème proche d'Agridé. Anne est venue nous proposer il y a un an d'animer un groupe de travail sur l'entrepreneuriat féminin qui a besoin aussi de toutes nos réflexions, de toute notre attention pour pouvoir se développer. Et Anne, je te remercierai jamais assez de m'avoir apporté ce sujet qui provoque certains remous parfois dans notre entourage personnel ou professionnel, mérite vraiment toute notre attention. On va pouvoir peut-être commencer. Je vais dire à nos invités de venir s'asseoir. Audrey Bourrelot, Jérôme Callot, Aurélie Bertin, Naïda Briflamia. Et il nous manque Anne-Cécile Suzanne, qu'on ne présente plus. Je voulais dire la joie que j'ai à entendre des petits gazouillis d'enfants. C'est la première fois que sur un congrès agricole, on entend ces gazouillis d'enfants, c'est très agréable. Oui, absolument. Félicitations pour votre petite fille Célestine. On reviendra dessus sur cette expérience de maternité. François, on a nommé la première table ronde « Bouge les lignes ». Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison... sans compter que je suis toulousain, donc bouger les lignes, c'est important au rugby. Alors, la première raison, c'est que, on doit se le dire, le monde bouge. Vous êtes d'accord? Bon. Oui, le climat, tout ça, ça bouge, ça bouge. Et la deuxième raison? Bien, outre le fait que le monde bouge, les consommateurs bougent également. Les citoyens changent. C'est une bonne deuxième raison. C'est une bonne deuxième raison. Et en conséquence? Mais en conséquence, si le monde bouge, que les consommateurs bougent et que tout bouge, que doit faire l'agriculture? Bouger aussi. Oui, bouger aussi, bouger également. Comme elle l'a toujours fait. Comme elle doit le faire encore plus. Voici notre clé d'entrée sur cette table ronde qui bouge. Bouger les lignes. Alors nous partageons ici, bouger c'est quoi? On fait allusion bien sûr aux transitions qui sont nombreuses, qui sont obligatoires, que toute la société doit traverser. Et nous avons la conviction ici, et je pense que c'est une conviction partagée par tout le monde ici, que cette conviction ne se fera qu'avec les femmes. Or pour l'instant, la féminisation du monde agricole est, comme l'a dit Clémentine Commer, assez faible. François, ce serait quoi pour toi une table ronde réussie? Ah, Gabriel, je te remercie de m'avoir posé cette question. Écoute, pour moi, il nous faudrait sans doute que cette table ronde soit véritablement une table ronde engagée, sur laquelle des témoignages nous permettent de faire émerger, outre que des témoignages, des propositions, comme l'a dit la présidente,
qui seront reprises dans un livre blanc, un cahier de propositions sur le sujet. Voilà, on va mettre aussi tout le monde à contribution. Il va y avoir des prises de parole de votre part à la fin de cette première table ronde et pendant la deuxième table ronde. Et on vous demandera de vos structures, de là où vous parlez, de qui vous êtes, bien sûr votre regard sur ce qui va être dit, mais aussi vos propositions, si vous en avez, pour essayer d'améliorer l'émergence de ces femmes chefs d'entreprise agricole et de leur représentation. Nous vous remercions d'être là tous les 5. Donc, nous avons donc Audrey Bourrelot, Aurélie Bertin, Anne-Cécile Suzanne, Jérôme Callot et Naïda Drif-Lamia. Et pour commencer, alors on va d'abord, vous allez vous présenter votre structure. On va commencer par vous, Audrey Bourrelot. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de votre parcours et puis nous dire ce qu'est Hectare et ce que fait Hectare? Bonjour à tous, est-ce que le micro fonctionne? 5 sur 5. Parfait. Bonjour, je suis Audrey Bourrelot, je suis fondatrice d'Hectare. Hectare, c'est une association qui accompagne la transition sociale et économique du secteur agricole. Transition sociale parce qu'il va falloir attirer des talents, parce qu'on a 160 000 fermes à reprendre et on veut que des femmes reprennent les exploitations agricoles. Transition économique forcément, parce que si je mets des nouveaux entrants qui doivent acquérir leurs terres, qui veulent des équilibres de vie et qui veulent bien se payer, toutes les structures économiques sont à revoir, surtout si je rajoute au-dessus de ça la transition vers une neutralité carbone, qui est aussi une exigence face au changement climatique. Donc on fait 3 métiers chez Hectare, on modélise ces trajectoires sociales et économiques gagnantes, on les teste sur notre ferme pilote ou par l'accompagnement de start-up pour innover dans ces modèles de transition, et on sensibilise par 3 actions, des programmes de formation pour ces nouveaux repreneurs de fermes. J'y reviendrai, des programmes aussi d'accompagnement au leadership au féminin, parce que c'est une conviction que j'aurai l'occasion de défendre tout à l'heure. Et on a lieu qu'à accueillir plus de 10 000 personnes en 2 ans, parce qu'on voit que toute la chaîne de valeur se pose des questions, notamment sur l'attractivité des talents de demain pour reprendre nos exploitations agricoles. Merci. Et parcours personnel, j'ai fait beaucoup de privé. Et aujourd'hui, moi, Hectare, c'est mon projet de la quarantaine. Et je suis passée des paroles aux actes. J'ai fait 3 ans, pendant 3 ans, j'étais la conseillère agricole de l'actuel président de la République. Et donc j'ai eu la chance de voir qu'on avait des leviers d'action au niveau de nos politiques publiques sur les sujets agricoles et même sur l'égalité femmes-hommes. J'ai choisi de porter ces convictions par l'entrepreneuriat. Et avant, j'ai fait plus de 15 ans dans le secteur privé, une bonne dizaine d'années dans le secteur viticole. Merci Audrey. Alors Anne-Cécile, Suzanne, vous êtes double active, chef d'entreprise agricole et consultante. Expliquez-nous un petit peu quel est votre parcours, comment en êtes-vous arrivé là? Oui, bonjour à tous. Donc moi, j'ai repris l'exploitation agricole de mon père il y a 10 ans maintenant, le temps passe vite. Donc en polyculture élevage, j'ai 100 hectares de culture, 110 de prairies et 250 bovins allaitants. Et en fait, j'ai pris le parti dès le départ d'être agricultrice, mais aussi autre chose. Donc à l'époque, étudiante à Sciences Po à Paris, et puis après consultante, directrice de coopérative et de nouveau consultante. Donc là, aujourd'hui, j'accompagne les acteurs de l'alimentaire dans les différentes transitions qu'ils peuvent opérer, et, notamment en lien avec l'agriculture, bien sûr. Et en même temps, donc, je continue la chefferie de mon exploitation agricole et j'y travaille concrètement, physiquement, à peu près 4 jours par semaine. Donc je fais partie en fait de ces nouveaux profils en agriculture qui se développent aujourd'hui fortement, et ces parcours-là ne sont plus une exception, et c'est très bien. Merci. Aurélie Bertin, de l'autre côté. Aurélie Bertin, vous êtes vigneronne, vous êtes présidente de l'association Femmes de Vin et vous êtes aussi membre de Vignerons Engagés. Vous êtes une femme engagée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, comment on devient vigneronne ou viticultrice? Vous nous direz peut-être la différence et comment vous êtes arrivée là. Alors, j'ai vécu dans une exploitation agricole quand j'étais jeune, exploitation qui était dirigée par mon père et qui appartenait à mes grands-parents. Exploitation, donc domaine qui a été vendu. Et puis, mon père est revenu dans le monde du vin 25 ans après. Et moi, j'ai commencé ma vie professionnelle pas du tout dans le monde agricole, mais dans le marketing sportif, donc rien à voir. Et puis, je suis arrivée au domaine pour m'occuper de la partie œnotouristique. Et puis, mon père a voulu partir à la retraite, donc il m'a demandé de reprendre sa suite. Et là, je suis repartie à l'école. Comme toute femme, j'avais besoin de compétences supplémentaires pour diriger une exploitation, donc avec un certificat Viti-Œno. Et aujourd'hui, donc, je dirige 2 domaines viticoles en Provence,
Et nous avons quasiment 200 hectares de vignes en Côte-de-Provence et avec une activité de négociant en parallèle. Alors, je suis aujourd'hui très engagée dans le monde du vin et particulièrement dans le monde des femmes et du vin, puisque j'ai pris depuis 6 mois la présidence de Femmes de Vin, qui est une association nationale qui rassemble toutes les associations de femmes vigneronnes françaises. Donc, il y a 10 associations en France dans les plus grandes appellations, la Bourgogne, la Provence, l'Alsace, la Loire. Et chaque association donc, est rassemblée au niveau national sous l'égide de Femmes de Vin. Et cette association a pour mission l'entrepreneuriat au féminin, la transmission, donc apprendre aux jeunes et transmettre nos métiers aux jeunes. Elle a aussi pour vocation la promotion donc, du vin au niveau France et international. Et aussi, en dernier, elle a aussi pour vocation, j'ai perdu le fil, mais je vais le retrouver, l'entraide et l'échange. C'est très important. Voilà, on a un réseau de femmes vigneronnes en France et on a énormément d'échanges au quotidien sur nos problématiques et nos best practices. Merci Aurélie, mais quel pédigré. Et Jérôme Callot également, comment vous présenter en quelques mots? Parce que non seulement vous êtes agriculteur, vous êtes président de la CAVAC, une énorme coopérative, et également président d'Invivo. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, donc, je suis agriculteur vendéen, donc en SCEA, en polyculture élevage. Mon parcours, tout simplement, c'était le métier que je voulais faire. Donc, je me suis installé, certes, un peu plus tôt que j'aurais voulu pour des raisons familiales, mais j'ai pas refusé quand l'occasion s'est présentée. Et donc, ensuite, j'ai gravi un parcours, pour certains assez classique, mais on en parlera sans doute à l'occasion, mais de conviction et qui m'ont amené à m'intéresser à la coopération, aux organisations économiques d'une manière générale collective. Et puis, je suis devenu donc président de la CAVAC à 37 ans, et la CAVAC étant également donc, membre du conseil d'administration de l'Union Invivo. J'en ai pris la présidence, d'abord la présidence déléguée il y a 11 ans maintenant, et la présidence il y a tout juste maintenant, depuis le mois de janvier. Merci. Juste, quand nous avons échangé avant le forum, vous m'avez dit que vous avez été surpris dans le conseil d'administration par l'absence de femmes. Oui, absolument. Donc, je vous ai dit, j'ai été élu assez jeune. Il y avait une femme dans le conseil d'administration, je me souviens, donc une forte personnalité, mais avec ce croisement de forte personnalité et puis de personnes capables d'écouter, d'ouvertes, et qui étaient en tout cas très bien acceptées par les autres membres du conseil. Donc, je me suis vite intéressé à discuter avec elle. Et puis essayer de trouver aujourd'hui quels étaient les écueils, pourquoi elle était seule. J'essaie de m'intéresser au savoir, même si je savais que dans l'agriculture, on n'était pas très nombreuses non plus. Hein, et elle venait en fait via les productions animales. C'est là qu'on trouvait le plus de femmes, parce que sur les territoires, c'est quand même largement plus compliqué. Et donc, elle m'a partagé son isolement. Moi, je pense avoir toujours eu un peu cette fibre féminine, déjà dans une famille très féminisée, avec que des tantes. Voilà, donc je pense que j'ai toujours eu ce côté, en tout cas, me sentir bien avec des femmes, moi déjà depuis très très longtemps. Mais au-delà de ça, je pense qu'au-delà du côté de bien-être, je trouvais complètement assez injuste de savoir qu'il y avait quand même à peu près 20% d'emplois féminins au niveau de l'agriculture, en tout cas au moins de la Vendée, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de productions animales et c'est là qu'on les trouve, et que j'en retrouvais qu'une seule en conseil d'administration sur 30 administrateurs. Donc j'ai dit, étant juste élu, un plan d'action, quand on est élu à une présidence, on essaie de doter d'un certain nombre de plans d'action. Et j'avais mis celui-là en priorité et je discutais avec elle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? Oui, ça, on va le garder pour la suite, tout à l'heure. Tout à fait. Vous allez... ne nous dites pas tout. Maïda Drif-Lamia, vous êtes haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Je vous laisse peut-être vous présenter. Le titre est un peu long et je préfère que ce soit vous plutôt que moi. Merci Gabrielle, vous m'entendez? Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis la haute fonctionnaire à l'égalité des droits au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Égalité femmes-hommes et diversité. Donc j'ai les deux casquettes. Alors, c'est une fonction que j'occupe par désignation. Enfin, j'ai été désignée, nommée par le ministre de l'Agriculture actuel. Ça fait 1 an que j'occupe cette fonction. Et donc, j'ai une lettre de mission. Alors, je suis également inspectrice générale de l'agriculture et membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, donc l'inspection générale du ministère.
Donc c'est mon métier. Et peut-être au niveau du parcours, préciser que j'ai exercé pendant près de 20 ans sur le terrain, puisque j'ai été directrice de lycée agricole en Seine-et-Marne et dans le Loiret pendant près de 14 ans. Et j'ai également travaillé en service déconcentré à la DRIAF, donc à la Direction régionale interdépartementale de l'agriculture et de l'alimentation et de la forêt, où j'occupais le poste de chef de service régional de la formation et du développement. Et puis au ministère, donc à la sous-direction des établissements, dotations et compétences. Donc voilà, donc j'œuvre au ministère depuis près de 30 ans. Voilà. Bien, donc nous aurons aussi un focus lycée agricole tout à l'heure. D'accord, merci Naïda. François ? Voilà, les présentations sont faites. Nous allons rentrer officiellement dans notre table ronde que nous avons voulu structurer en 3 séquences. Un petit peu comme le développement durable. Une première séquence qui va aborder les sujets sociaux. Une deuxième séquence qui va aborder les sujets environnementaux et économiques. Et la 3e séquence où nous serons sur des thèmes de propositions, de réflexion, de prospective et les propositions qui nous tiennent tant à cœur. Pour ma part, je dis ça rapidement, j'ai un empêchement, je partirai en cours de table ronde, pardon, excusez-moi. Alors, sur la première séquence. Oui, sur la première séquence, donc nous allons parler, nous partons, alors même si Clémentine Comer nous a dit que ce n'était pas forcément la porte d'entrée toujours idéale, nous partons quand même de l'enjeu du renouvellement des générations, de futurs agriculteurs, agricultrices. Toutes les structures sont concernées, sont parfois inquiètes, et on interroge un peu l'attractivité du métier. Donc on va vous poser à tous un peu cette question, un peu sur votre vision de l'attractivité des métiers depuis votre structure et qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous proposez pour peut-être améliorer les choses ? Alors sur ce focus social, sur cette séquence sociale, nous faisons donc un focus attractivité. Que faut-il faire, selon vous, pour rendre l'agriculture attractive ? Audrey Bourroulot, quelle est votre réponse ? Comment rendre l'agriculture plus attractive ? Est-ce que c'est un des objectifs d'Hectare ? Ça fait partie de notre raison d'être et moi j'étais assez frappée tout au long de ma carrière de voir l'absence de rôle modèle dans ce secteur-là. C'est un entrepreneur dont on a besoin 3 fois par jour et pour autant quand j'ai la chance de participer à des assemblées, je commence souvent par dire est-ce que vous pourrez me donner le nom et prénom d'un agriculteur ou d'une agricultrice ? J'ai majoritairement un grand silence alors que je n'aurais pas ça dans aucun autre secteur de l'industrie, même de la cuisine où tout le monde projette des rôles modèles et des imaginaires à succès. Donc on a une absence cruelle de rôle modèle qu'on n'a pas su projeter et je me dis comment attirer des jeunes et des talents ou quand je prends un autre chiffre qui a fait le sens de mon projet Hectare, j'ai eu la chance donc, de faire plusieurs salons de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, c'est 750 000 visiteurs en France par an. On ouvre les médias avec la faible rémunération et la détresse et le suicide des agriculteurs. Vivatech, salon de la tech, 150 000 visiteurs et on a idéalisé la Startup Nation comme des entrepreneurs à succès. Il n'y a pas que des entrepreneurs à succès dans les startups, on en accompagne aussi, et il y a aussi des burn-out et des histoires qui ne vont pas. Et moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé là ? Comment on va répondre à ce défi des générations ? Parce qu'on ne projette pas d'imaginaire. Deuxième sujet, on a un problème de sémantique. Je n'ai pas osé dire tout à l'heure que je suis chef d'exploitation. Je le suis juridiquement. Si je dis ça, on va questionner ma légitimité. Hier soir encore, j'étais à un dîner. Quand je dis ça, on me dit... Et tout à l'heure, Anne-Céline, combien de temps tu passes sur ta ferme ? Est-ce que tu chausses les bottes ? J'avais à côté de moi une patronne féminine d'un groupe cimentier. Et j'ai dit à la personne qui m'a posé cette question, je trouve ça particulier de me demander ça. Vous n'avez pas demandé à madame si elle sait faire du béton. Et à chaque fois, la légitimité, donc le mot agriculteur, agricultrice, projette un imaginaire qui est l'homme clé, qui fait tout, qui a sa terre, qui l'exploite, etc. Ce n'est plus le cas, vous le voyez autour de cette table. Nous avons tous des profils différents. Donc ce sont des chefs d'entreprise et mal nommer les choses nous pose une grande difficulté. Donc il faut travailler ce champ sémantique et arriver à pousser ces rôles modèles. Et c'est ce que j'essaye de faire à ma juste mesure, si je puis dire, avec le projet que j'ai décidé de mener aujourd'hui. Donc voilà 2 actions. Mieux nommer nos métiers et pousser, mettre en avant des imaginaires à succès pour attirer des jeunes. Sur l'attractivité, on entend la profession agricole, quand elle aborde le sujet, de parler d'attractivité. C'est plutôt une attractivité jeune. Est-ce qu'il y a une convergence pour ce thème sur l'attractivité des jeunes ou des femmes ? Mais pour moi, ça ne devrait même plus être une question.
Enfin, en fait, si je suis un peu dure, on ne devrait plus savoir si une chef d'entreprise doit être un homme ou une femme. C'est la moitié de l'humanité, c'est la moitié des talents. Et je trouve qu'on doit pousser les mêmes sujets de l'entrepreneuriat, qu'ils soient féminins ou masculins. La question, c'est la question des équilibres de vie. On a une construction mentale dans ce secteur qui est le rapport au mal et au travail. Il faut se faire mal, il y a une image de dureté. Et cette construction de l'imaginaire, elle est restée très forte. Comment, en tant que femme, on doit repenser notre modèle de l'entrepreneuriat dans une autre construction? Ben, je vous assure que c'est pas simple, parce que vous avez le regard de vos pères PAIR ou femmes qui vous jugent là-dessus. Et donc tout est lié pour moi en fait. L'attractivité jeune ou moins jeune, femme ou autre, en fait c'est qu'est-ce qu'on projette sur ce métier-là. Et donc je pense qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est assez tabou, mais nous on a des profils chez Hectare dont 70% sont des nouveaux entrants. Ils viennent nous poser la question de la gestion de leur carrière. Quand je dis ça à un agriculteur en place, il me dit ils ne sont pas passionnés, ils ne veulent pas faire ce métier-là à vie. Maintenant, comment je rentre, comment je sors dans ce secteur? En fait, la normalisation du secteur agricole doit se faire comme tout autre secteur d'entreprise, en fait. Et on n'a pas pensé notre structure ni économique ni juridique pour bien accompagner ces nouveaux entrants et ces modèles. Donc Merci. voilà ce que je pourrais Merci répondre Audrey. sur ces points-là. Audrey, Merci. votre éclairage nous ravit. Merci. Merci beaucoup. Anne-Cécile Suzanne, quel est votre regard à vous sur, vous qui connaissez bien le monde agricole, vous avez grandi dedans, vous avez, voilà, vous le connaissez bien. Quel est votre regard sur le manque d'attractivité, peut-être déjà les constats, et puis peut-être ce qu'il faudrait faire aussi pour améliorer les choses? Oui, dans un premier temps, en fait, je rejoindrai vraiment ce que vient de dire Audrey. Et il y a une responsabilité de la profession agricole, d'abord, qui a tendance à beaucoup se plaindre. Il y a eu beaucoup de revendications, des postures aussi, qui relevaient beaucoup de postures syndicales, mais qui ont une tendance à noircir, en fait, le portrait de l'agriculture française. Donc, là, le premier point, mais que la profession aujourd'hui saisit, hein, mais c'est finalement d'arrêter de se plaindre tout le temps et de parler au positif de l'agriculture française. Donc, c'est vraiment, pour moi, le premier point. Le deuxième, parce qu'il ne faut pas le nier non plus, c'est qu'il y a quand même un sujet de revenus. Il y a des filières en agriculture qui rémunèrent, il y en a d'autres qui ne rémunèrent pas. Et celles-là, en fait, elles sont pour autant extrêmement importantes, à la fois pour la diversité de l'agriculture française, mais aussi pour le respect de ce qui s'implante bien dans les territoires. Il y a des territoires d'élevage, il n'y a pas de raison que l'élevage ne rémunère pas en France, parce que l'élevage est un pan vraiment essentiel de la souveraineté nationale, et c'est aussi la vie de plein d'hommes et de femmes en France. Donc voilà, donc il y a des éléments de revenus à défendre, il faut trouver des solutions pour ça. Donc c'est un second temps et qui est aussi essentiel. Et puis là, on est aussi là pour parler de femmes. Et pour moi, il y a un vrai sujet, on le disait tout à l'heure en parlant de ma fille, mais sur la maternité. Là, quand je parle en fait, des freins liés à l'installation au féminin en agriculture et que je parle de la maternité, on me répond souvent mais finalement c'est impossible en tant qu'agriculteur d'être malade. Donc se faire remplacer sur la ferme, c'est compliqué. Dès qu'on se blesse, dès qu'on est malade, c'est très difficile. La ferme en pâtit. C'est vrai que c'est un problème général à l'agriculture en fait, que de trouver les moyens de s'absenter pour des raisons médicales ou pour des vacances simplement. Donc c'est un problème général. Il y a des services de remplacement qui existent, c'est-à-dire que des agriculteurs peuvent se faire remplacer par de la main d'œuvre disponible dans les services et autres. Sauf qu'il y a de la pénurie, donc il y a personne on trouve personne en fait pour intégrer ces services de remplacement et venir remplacer les agriculteurs. Et au-delà de ça, pour moi, il y a un sujet spécifique lié à la maternité, c'est quand on cherche à s'installer, quand on se projette dans le métier d'agriculteur, on se dit pas un jour je vais être malade, et donc comment est-ce que je ferai pour gérer ce problème-là? On se dit jamais ça, hein. On se dit que ça ne nous arrivera pas. En revanche, quand on est une femme et qu'on cherche à s'installer en agriculture, on se dit peut-être, j'ai envie d'être maman un jour, j'ai envie d'avoir une famille. Et là, directement, ça devient un frein à l'installation, en fait. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce que je réussirai à être agricultrice seule à la tête de mon exploitation et puis avoir des enfants. Et donc, j'entends plein de femmes, du coup, qui disent, mais finalement, j'ai attendu d'avoir ma famille avant de m'installer, je me suis installée à 40, 50 ans. Est-ce que c'est normal? Et en fait, j'ai envie de dire non. Donc, ce sujet de la maternité est un vrai frein aussi. Donc, il y a des solutions envisagées. D'accord, on le gardera pour la suite. Aurélie, François ? comment, depuis le secteur de la vigne et du vin, on a une vision de l'attractivité? Comment rendre attractif ce secteur agricole en général, viticole, peu importe? Quelle est votre vision? Alors, je rejoins complètement les propos d'Audrey et de Anne-Cécile sur le fait qu'aujourd'hui,
l'agriculture souffre d'une image un peu négative, chronophage, peu rémunératrice, peu attractive. Donc ça, je suis tout à fait consciente. Il faut changer complètement les mentalités. Et je pense qu'il est important, ce que disait Audrey, c'est qu'on ait des ambassadeurs ou des ambassadrices de l'agriculture en général, qui puissent porter haut et fort les couleurs de l'agriculture. Et puis il y a une chose qui est importante pour moi, c'est la formation et travailler avec les jeunes. Je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, prendre des jeunes dans les écoles, dans les lycées, les faire venir sur nos installations, leur faire découvrir nos métiers. Nous, on le fait déjà au niveau des femmes de vin. On invite des écoles, on les met dans les vignes, dans les caves, on leur fait toucher les vignes, on leur fait faire alors, sans que ça soit trop difficile pour eux, mais on leur transmet notre passion. Et ça, c'est vraiment très important parce que dans la plupart de nos régions françaises, il y a des vignes. Les enfants passent à côté des vignes et leur expliquer qu'il y a des métiers fabuleux autour du vin et de l'agriculture en général, pour moi, c'est très important et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire au niveau de notre association des femmes de vin. Et comment attirer les femmes spécifiquement ? Alors, oui, attirer les femmes, c'est sûr que c'est... je pense que les femmes, il faut déjà leur montrer que c'est un métier qui est aussi accessible aux femmes. C'est vrai qu'on a une image d'un métier qui est chronophage, pas forcément, comme le disait Anne-Cécile, favorable à une vie de famille, puisque c'est du H24, il n'y a pas de vacances, ça peut être la semaine et les week-ends. Donc leur montrer qu'il y a quand même des femmes qui réussissent, que ça existe, qu'il y a des réseaux, comme on peut avoir les femmes de vin, qu'il y a de l'entraide, qu'elles ne sont pas toutes seules si elles veulent s'investir dans l'agriculture et que justement, avec nos réseaux de femmes de vin, on peut les aider et on peut les accompagner. Merci, très clair. Jérôme Callot, au sein de votre coopérative, la CAVAC, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une inquiétude sur le renouvellement, sur le renouvellement des générations, et est-ce que vous avez une approche de l'attractivité pour attirer des jeunes au métier ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, dire que je partage également donc, ce qui a été remonté ici quant à l'attractivité est une des causes, puisque c'est multifactoriel, ce n'est pas qu'un seul facteur. Celui-ci est un des facteurs, vous avez cité, c'est clair. Hein, donc, tout ce qui est la médiatisation, y compris la forte évolution réglementaire rapide, les pas de temps entre l'agriculture que l'on vit et ce qu'on nous demande de faire sont assez pesants. Donc il y a beaucoup de choses qui le font, mais je dirais aussi également notre propre attitude. Et puis en fait, on ne manque pas tant que ça d'attractivité, je crois. Moi, je rencontre pas mal de jeunes intéressés. Et il y a ici un président d'école qui me le dira, je pense qu'il remplit l'école tous les ans. Il y a des gens qui sont intéressés. Par contre, il y a quand même, je pense, une inadéquation entre les désirs, la manière dont ils veulent travailler et la possibilité d'exercer. Donc il y a beaucoup d'exploitations à transmettre qui sont sur des modèles, effectivement, qui ont eu leur pleine justification, qui doivent évoluer, qui sont souvent de forme sociétaire chez nous, en tout cas dans notre région, et trouver sa place dans une forme sociétaire, 2, 3, 4 personnes, c'est pas simple. Donc c'est une révolution qu'il faut conduire. Et puis, donc on voit que donc, dans ce qu'on appelle les NIMA, non issus du milieu agricole, là, il y a beaucoup de monde qui est prêt à venir s'installer. Seulement, c'est une part de marché assez réduite. Hein. Il y a une segmentation de l'agriculture aujourd'hui. Il faut la faire en fonction de ces segments et tout le monde ne peut pas y prétendre. Donc là, je pense que du côté des NIMA, on pourrait faire le plein aujourd'hui. Du côté de l'agriculture qui produit de l'alimentation de manière générale pour l'ensemble des Français la plus économique possible, là, par contre, on a plutôt un déficit. C'est clair qu'on a besoin de faire évoluer notre modèle. Et donc, au niveau de la coopérative, on travaille déjà d'arrache-pied sur ce dossier-là, effectivement. Hein, c'est quelque chose qu'on a à cœur, hein, puisqu'on arrive guère plus à remplacer aujourd'hui qu'un départ sur 3, grosso modo, et en mettant beaucoup de moyens. Hein. Donc, nous, par exemple, sur la coopérative, on sécurise les 7-10 premières années avec un minimum garanti pour l'agriculteur. C'est la COP qui prend en charge le déficit de prix qu'il peut y avoir. Parce que là aussi, une des évolutions qui fait peur aux nouveaux agriculteurs, c'est quand vous allez faire un business plan, enfin un projet économique, vous prenez quel prix aujourd'hui? Vous avez vu la fluctuation? On était autrefois dans un monde sécurisé, des filets de sécurité, on les a à peu près tous enlevés. Donc vous faites aujourd'hui prix du lait, je ne sais pas demain, prix du céréal, je ne sais pas demain, le climat, je ne sais pas demain. Donc il y a beaucoup de je ne sais pas demain. Moi j'ai installé un jeune très récemment, il y a 1 an et demi,
Entre le business économique qu'on a monté, le plan à 5 ans qu'on a monté et ce qui se réalise aujourd'hui, par exemple, on n'a pas pu semer les céréales et on ne les sèmera pas, grosso modo. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes et donc il faut derrière pouvoir accompagner. Et bon, une structure coopérative doit être, en tout cas, ça fait partie de ses fonctions accompagnatrices, sécurisatrices de ces installations. Mais il faut aussi donner ce déclic et notamment, par exemple, lors de notre assemblée générale annuelle, on invite, et là donc l'école d'agriculture des Tablières nous envoie donc ces écoles en formation BTA et BTS, je pense, et il y a 6 écoles qui nous envoient et on arrive à avoir 200 jeunes à l'assemblée générale sur les 700 qu'on a. On a 700 personnes à l'assemblée générale, il y a 200 jeunes, ils se mettent tous dans le fond bien sûr. Mais en tout cas, on demande des feedbacks et les écoles nous retournent des feedbacks sur leur perçu. Et lorsque vous faites une assemblée générale dynamique qui met en avant tout le côté positif, d'ailleurs notre slogan c'est la positive agriculture au niveau de la coopérative, ben, ça percute quand même, c'est clair que ça percute. Bon, ça ne fait pas tout, mais en tout cas on met en place un certain nombre de choses, et y compris aujourd'hui encore économique, dire que vraiment c'est de notre ressort en tant qu'élu de dire on y croit. Il y a un marché, il va falloir s'adapter pour le faire, on vous accompagne, on est là pour le faire. Et donc, toute installation, et en particulier en élevage, puisque c'est celle-ci la plus dure, c'était dit, c'est quand même chronophage, qui est la plus compliquée. Et pourtant, ça intéresse. Hein. Je vois que ça intéresse, mais c'est franchir le pas, c'est des sommes importantes. Et donc, on accompagne également, au même titre que l'État, on met une dotation supplémentaire que l'État nous propose aux jeunes pour accompagner tous ces projets. Donc voilà, toute une panoplie qui ne cherche qu'à évoluer pour pouvoir persuader aujourd'hui qu'il y a une vraie place, à condition qu'on puisse accompagner ces transitions et nécessaires que la société se souhaite. Dans tous ces jeunes-là que vous accompagnez ou que vous essayez d'attirer ou que vous installez, est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des jeunes filles, des filles? Est-ce que c'est des discours qui leur parlent? Ben oui, par exemple, j'ai une administratrice qui malheureusement n'a pas pu être là, qui est derrière son écran. Bonjour Lucie. Oui, il y a des jeunes qu'on accompagne effectivement via ce système de sécurisation qui reste toujours à perfectionner. Donc Lucie d'ailleurs y a contribué parce qu'il y a toujours des réglages à faire entre la théorie de ce qu'on promet et ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, vous parlez de Lucie Ménard, alias Jolie Rousse sur les réseaux sociaux, maintenant qu'on ne présente plus, voilà. Qui sera présente à distance sur la 2e table ronde. Tout à fait, merci de la précision. Donc oui, on accompagne des jeunes femmes aujourd'hui autant que les hommes. C'est clair qu'il n'y a aucun... Et plus particulièrement, là encore, lors des productions animales, puisqu'à la coopérative, on a du mouton, du porc, du lapin, de l'ovin et bien sûr des bovins. Voilà. Donc on a 5 productions et via ce canal-là, c'est aujourd'hui la partie la plus... où s'impliquent le plus les femmes, plus que dans la partie agriculture céréalière. On en a un petit peu moins ici. Donc tous les profils sont intéressants et très honnêtement, y compris d'ailleurs maintenant en salarié de la coopérative, ça se féminise, y compris, je vois par exemple bovin qui est un milieu assez masculin. On a aujourd'hui des femmes qui passent en élevage, faire des estimations, accompagner en conseil les agriculteurs et ça se passe très bien. D'accord, merci pour votre témoignage. Au revoir, François. Naïda Drif-Lamia. L'attractivité au ministère de l'Agriculture, c'est quand même une question stratégique. Complètement, oui. Tout à fait. Pardon. Comment vous stimulez l'attractivité pour les métiers agricoles à votre niveau? Alors, nous, au ministère, nous avons quand même une responsabilité forte dans un contexte de renouvellement des générations. Il faut savoir que le système éducatif, notre système éducatif est le 2e système éducatif en France. Nous scolarisons, en tout cas à la rentrée 2023, plus de 200 000 jeunes en formation, donc élèves, étudiants et apprentis. Nous formons donc de la 4e jusqu'au doctorat, avec environ 804 lycées agricoles, d'enseignement technique public et privé, et 17 écoles du SUP. Alors, on a une responsabilité forte dans ce contexte de renouvellement des générations parce que nous devons attirer le maximum de jeunes vers nos établissements, vers les métiers de l'agriculture. Une palette de formation pour plus de 200 métiers divers et variés dans l'agriculture. Donc on a une responsabilité forte. Le ministère a déployé un plan de communication dès 2019 pour justement attirer les jeunes vers nos établissements, pour changer le regard, parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de familles ont encore ces préjugés sur... péjoratif peut-être. Voilà, sur les lycées agricoles, donc changer le regard.
On a déployé toute une communication autour des métiers du vivant, avec l'aventure du vivant, le camion des formations qui tourne sur tout le territoire pour attirer les jeunes dans nos établissements. Alors aujourd'hui, le constat, et là je pense aux filles, le constat, on est bien arrivé à une parité filles-garçons dans nos lycées agricoles. On est, pour la rentrée 2023, c'est un peu diminué, on est à 45% de filles dans nos établissements, mais derrière cette statistique subsistent quand même des disparités importantes sur les filières, puisqu'on a toujours des filles qui vont choisir les filières service à la personne, filière cheval, et des garçons plutôt vers les filières production animale, agroéquipement. Donc nous, notre idée pour justement assurer cette mixité qui fait partie de notre feuille de route et dans le cadre aussi de la convention interministérielle filles-garçons dans le système éducatif, le ministère et plus précisément la Direction générale de l'enseignement et de la recherche a lancé une étude sociologique à l'automne dernier, donc c'était 2022, donc pour comprendre quels sont les déterminants sociaux conscients et ou inconscients qui agissent sur les choix des filles, pourquoi les filles vont plus vers telle filière et les garçons vers d'autres, pour pouvoir établir d'ici 2024, normalement janvier 2024, restitution, et avec des recommandations et pouvoir mettre en place un plan d'action dans nos établissements pour lutter contre les stéréotypes et les filières genrées. Voilà, casser le système de filières genrées. Oui, parce que les stéréotypes bloquent un petit peu les jeunes dans des cases un peu. Hein, complètement. Comme si je suis une fille, je vais dans telle filière voilà. parce que cette filière-là est trop masculine pour moi. Et peut-être que je l'ai entendu dans ma famille, peut-être que je l'ai entendu dans mon entourage, peut-être que je l'ai entendu à l'école, peut-être même par les conseillers d'orientation. Alors, on a des témoignages. Voilà. Donc, nous sensibilisons évidemment les conseillers d'orientation, les CIO. Nous travaillons avec l'Éducation nationale puisque nous avons signé une convention avec l'Éducation nationale pour permettre justement des partenariats et changer l'image de nos lycées agricoles. Sur les stéréotypes, aujourd'hui, on sait que tout est automatisé. Le machinisme agricole, l'agroéquipement est numérisé, enfin, tout est robotisé et facile. Donc nous travaillons dans le cadre de cette étude sociologique avec les branches professionnelles, avec l'éducation nationale, les parents d'élèves, les élèves, les équipes éducatives, pour justement faire sortir, enfin déployer un plan d'action à la rentrée prochaine. Nous sommes confiants et voilà. On a hâte d'avoir les résultats, puis on espère que ça va pouvoir donner des propositions, changer les regards et faire des propositions à chaque maillon pour que chacun puisse faire un peu sa part. Et peut-être préciser qu'au sein de la DGER, nous nous mobilisons également. Nous avons dans nos établissements des professeurs d'éducation socioculturelle, donc une spécificité de l'enseignement agricole, qui justement travaillent ces sujets-là dans quasiment tous les établissements avec les jeunes. Voilà. D'accord, très clair. Alors maintenant qu'on a bien parlé d'attractivité, on va parler de la phase d'après, c'est l'engagement. Comment on suscite l'engagement? Donc là maintenant, on va parler des femmes. Hein, on est là pour ça. Audrey Bourrelot, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, vous avez parlé de changer d'imaginaire, vous avez parlé de rôle modèle, qu'est-ce que vous faites vous précisément au sein d'Hectare pour aller dans ce sens? Effectivement, ce qui vient d'être dit, on voit que finalement, il n'y a pas vraiment un problème de vivier puisqu'on a la moitié d'effectifs féminins. Après, on a un bon plafond de verre puisque plus on monte, plus les chiffres deviennent infimes, puisqu'on a en gros entre 25 et 20% de chefs d'exploitation, parce que les chiffres sont aussi pas toujours réels sur les chefs d'exploitation. Est-ce qu'elles sont vraiment chefs d'exploitation ou c'est plus sur des questions juridiques ou fiscales, mais on va dire, allez, 20-25%. Et après, quand je monte dans la gouvernance agricole, je n'ai plus que 9% de femmes au conseil d'administration des coopératives. Je n'ai plus que 2 femmes sur 34 au niveau national du conseil des chambres d'agriculture en France. Donc, on voit que dans tous les secteurs, il y a un vrai plafond de verre. Et donc, moi, chez Hectare, parce que j'ai eu la chance très tôt dans ma carrière, à ce qu'on vienne me former, en fait, aux stéréotypes, à la capacité à faire son réseau, à pouvoir briser ce plafond de verre. Et donc, j'ai voulu rendre, au travers d'un programme qu'on a appelé Farmer, ces codes-là, en fait. Donc, la formation, elle se fait, j'allais dire, tout au long de sa vie.
Et à un moment donné, si des femmes aspirent à aller prendre des postes dans la gouvernance agricole, il faut qu'on les outille. Parce que ça ne se fera pas naturellement. Et donc, il faut déjà avoir une prise de conscience de ce qu'on a dit. Les stéréotypes existent, c'est une construction sociale. Je vous invite à lire le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui a été publié. Je fais un pas de côté pour ne pas pointer du doigt le secteur agricole. On a encore aujourd'hui en France 40% des hommes de plus de 45 ans qui pensent qu'il est normal qu'une femme arrête de travailler au premier enfant. C'est même pas dans le secteur agricole, hein. C'est un chiffre factuel de l'état de la société française. Donc je veux dire, il ne faut pas pointer du doigt ce secteur-là. On a réussi à avoir des femmes dans les conseils d'administration du CAC 40. On a des mandats d'administratrices indépendantes qu'on pourrait très bien mettre au bord des COP. Tous les outils existent en fait. Et donc c'est à nous, et c'est le rôle que j'ai voulu faire avec ce programme Farmer, d'outiller les femmes sur s'autoriser à. Et on voit que quand on les forme et quand les structures veulent accueillir, et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger sur les conseils d'administration des coopératives, ça bouge forcément les organisations. On en a parlé avec plusieurs d'entre nous. Les conseils d'administration, quand on veut faire venir des jeunes mères de famille le soir à 18 ou 19 heures, ce n'est pas possible. Enfin, on n'ira pas. Moi, j'ai envie de voir mes enfants. Je suis une chef d'entreprise, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai envie de les voir le soir. Je suis administratrice indépendante de board. Bah, si les horaires sont OK, je vais y aller, en fait. Et donc, ça bouscule les organisations. Moi, j'étais à la tête d'une filière viticole. Quand j'étais maman, j'ai eu le droit d'assumer que je préférais que les réunions soient plutôt dans la journée que le soir, parce que sinon, j'avais 3 à 4 soirs par semaine où je n'étais pas là et je n'avais pas envie de ça, en fait. C'était même pas une question en tant que femme, j'avais aussi envie d'avoir une vie de famille. Donc, il faut s'autoriser, en fait, à ça. Et donc, il faut que les organisations, il y a 2 choses. Donner les outils et les codes aux femmes pour prendre ces postes de gouvernance, et aussi des organisations qui doivent aussi un peu repenser leur mode d'organisation. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. On a formé aujourd'hui 20 femmes. On peut annoncer qu'on va refaire ce programme-là parce qu'on a eu des bons retours en février, octobre l'année dernière. Et moi, c'est vraiment cet accompagnement dans la gouvernance. C'est là où je me sens utile. Et c'est aussi parce que j'ai eu la chance très tôt de bénéficier de ces outils-là que j'ai su m'en servir et faire mes choix. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont envie de le faire, mais en tout cas, si elles le souhaitent, on doit les outiller et leur permettre d'accéder à ces postes à responsabilité. Merci, c'est très clair. Donc, c'est votre proposition peut-être. Donc, on forme, on éduque tout le monde. On donne des outils aux femmes aussi pour émerger. Anne-Cécile, Suzanne, vous avez parlé de maternité, donc vous avez une petite fille. Vous avez un nouveau regard aujourd'hui sur l'attractivité pour les femmes parce qu'elles ont des enfants. Quelle serait votre proposition peut-être pour engager plus de femmes dans le métier? Quels seraient les bons, les bons, je vais y arriver, quelle serait la bonne image pour les femmes pour pouvoir y aller? Alors, il y a plein de leviers, c'est impossible d'être absolument exhaustif, mais là, le premier, c'est de manière très concrète. En fait, je vais vous raconter un peu ma surprise à moi, en fait, quand j'ai commencé à envisager mon arrêt, quand j'étais vraiment très enceinte, comme ça, j'arrivais plus à faire mes lacets, je me suis dit, faut quand même que je m'arrête à un moment donné. Et bon, il y avait pas de remplaçant pour moi, et donc j'ai échangé avec le service de remplacement. Ma première surprise, en fait, ça a été quand on m'a dit, finalement, oui, il n'y a pas assez de personnes pour remplacer tous les agriculteurs, et on ne privilégie pas forcément les femmes, parce que les femmes, elles ont leur mari, en général, pour prendre la suite, donc elles seront remplacées, enfin, ça va se faire, et donc, on privilégie plutôt les agriculteurs tout seuls, qui se sont cassés la jambe, qui sont malades. Bon, j'entends que leur situation est grave, mais la mienne l'était aussi, parce qu'en fait, moi, j'étais toute seule, le soir venu, j'étais toute seule tous les week-ends, et sinon, j'avais mes 2 salariés, mais voilà, c'était vraiment une situation compliquée où ça m'est arrivé de me mettre en danger. Il y a un jour où j'avais une vache qui vélait, j'étais toute seule, le vétérinaire ne pouvait pas venir, et donc je me suis mise à véler ma vache, j'ai galéré comme une folle, j'ai eu peur pour ma vache, j'ai eu peur pour mon veau, et j'ai eu peur pour moi et mon bébé, et donc c'est des situations qui ne doivent pas arriver. Et on m'a même dit, pour compléter la chose quand même, c'est que en fait, si je n'étais pas remplacée, donc j'avais quand même des allocations qui me revenaient, mais bon, ça m'apportait un peu de sous, mais rien de plus. Et par contre, si j'avais un accident en travaillant sur mon exploitation enceinte et en ayant mes allocations, finalement, j'étais pas protégée au titre de la sécurité sociale. Donc, rien ne me serait derrière pris en charge au titre des accidents du travail. Et si j'avais un remplaçant, mettons, parce que j'en ai eu un sur 1 mois,
Et à 17h30, il partait parce qu'il finissait sa journée. Le dimanche, il ne travaillait pas parce qu'on ne travaillait pas le dimanche. Les nuits, quand il y avait des vélages, il ne travaillait pas. Donc c'est pareil, en fait, je n'avais pas le droit d'intervenir sur mon exploitation parce que j'étais plus protégée au titre de la sécurité sociale, puis je ne pouvais pas. Et au-delà de ça, en fait, on ne me proposait pas de service de remplacement pour toute la continuité de mon exploitation. Donc vous voyez la difficulté dans laquelle on est quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher et qu'on n'a pas de remplacement. Donc c'est là, à mon avis, qu'il y a un nerf de la guerre, il y a quelque chose à craquer. Et ça suppose en fait d'envisager, rien qu'en termes de protection sociale, qu'une femme soit seule à la tête de son exploitation et doive, dans ce cadre-là, être protégée. Et donc c'est pour moi ça le point crucial. Il y en a effectivement plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui, si je dois en relever un, qui a été un peu mentionné, mais c'est effectivement aussi l'évolution des mentalités. On a vu un petit livre qui passait tout à l'heure, mais moi ça m'est arrivé plein de fois quand je suis arrivée quand j'étais dans la cour de la ferme, qu'on me demande où était le chef d'exploitation. Quand le livreur venait, on me disait mais il est où le chef ? En fait c'est moi, salut. Il y a aussi tout un sujet de travail aussi avec des hommes. C'est pas quand j'étais dans responsabilité dans une coopérative agricole, j'étais la seule femme au sein, donc j'étais directrice, et avec un conseil d'administration exclusivement masculin, et c'était extrêmement difficile de trouver les bons codes pour exister en tant que femme qui est au milieu de tous ces hommes. C'est pas une mauvaise volonté des hommes, c'est simplement qu'on n'existe pas de la même façon, et donc il y a des choses à envisager. Et la première évolution, à mon avis, c'est qu'on soit plus de femmes en fait en responsabilité. Si on est plus de femmes, on se sentira aussi plus à l'aise, ce sera d'autant plus facile pour chacune et chacun de travailler ensemble, et il y a plein de choses super à faire. Merci. Donc là, il y a presque 2 propositions, une pour la maternité et puis une pour les femmes en général, et qui rejoint un petit peu ce que nous a dit Audrey Bourrelot. Aurélie Bertin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ça ? Comment on peut stimuler l'engagement des femmes aujourd'hui, vous, peut-être dans votre structure, avec votre association ? Quelles sont les choses concrètes peut-être à faire ou à massifier pour qu'il y ait plus de femmes justement qui viennent, qui s'engagent ? Alors, ce qu'on souhaite faire au niveau de Femmes de Vin, c'est mettre en place du mentoring. Donc, c'est d'accompagner les femmes qui souhaitent s'engager. Donc, c'est travailler avec le monde institutionnel, les chambres d'agriculture, les syndicats, les interpros, pour dire, voilà, dès qu'une femme souhaite s'engager à un projet, lui donner les coordonnées de chaque association dans chaque région, pour qu'elle ne se sente pas seule, si elle a besoin de conseils, si elle a besoin d'échanger. L'importance pour moi du réseau, parce que quand on est chef d'entreprise, qu'on soit une femme ou un homme, on est globalement seul. Et donc, c'est bien d'avoir un réseau pour échanger. Et le réseau, comme on peut avoir au niveau du monde de vin, donc des femmes de vin, il est intéressant parce qu'on échange sur nos problèmes liés à l'entreprise, mais nos problèmes du quotidien, nos problèmes de femmes aussi. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces échanges et ce partage. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer le réseau chez les femmes. Et bien évidemment, je rejoins encore une fois Audrey et Anne-Cécile sur le fait d'ouvrir et de trouver un moyen d'avoir plus de femmes au sein des institutions. Moi, je suis au bureau de l'interprofession des vins de Provence. C'est vrai que je crois que je suis la première femme depuis sa création, donc dans les années 2000, pardon. Et au conseil d'administration, pareil, il y a sur peut-être 80 membres, on ne doit même pas être 8 femmes, donc c'est très peu. En revanche, ce que j'aimerais dire, un point très important, c'est que quand les femmes sont présentes, elles s'engagent. Donc elles ne sont pas là juste pour un titre, et elles sont présentes dans toutes les commissions, elles animent les commissions, donc elles font un travail formidable. Donc je ne veux pas dire que les hommes ne s'engagent pas, mais le peu de femmes qui sont présentes, généralement, elles sont très actives au sein des institutions. Merci beaucoup. Donc, mentoring et réseau, travailler le réseau. Mentoring, on ne va pas en parler plus parce qu'il y a quand même un témoignage intéressant aussi en deuxième table ronde. Jérôme Callot, vous allez pouvoir réagir à ça. Je pense que vous êtes quand même assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Vous êtes rentré à la CAVAC, vous nous avez expliqué, vous avez vu tout de suite qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le conseil d'administration. La féminisation du conseil d'administration, c'est quelque chose sur lequel vous êtes engagé depuis longtemps maintenant, depuis 20 ans. Est-ce que vous pouvez un peu, je sais que c'est pas toujours facile, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour engager plus, pour aller plus loin ? Vous qui êtes quand même à un poste à responsabilité, vous êtes même président d'Invivo, qu'est-ce que vous pouvez faire pour engager, pour aller encore plus loin ?
Là encore, je dirais, on n'appuie pas que sur un bouton. C'est également multifactoriel. Premier déjà, dépasser, comment je dirais, les femmes engagées, les peu qu'il y a en général, lorsqu'on les a sollicitées, elles disent non, pas besoin, moi j'y suis allé tout seul, je ne vois pas pourquoi on ferait un truc. Voilà. Ça, j'ai eu cet écueil qu'on m'a affronté. Ça m'a un peu surpris, effectivement, mais non, pas besoin. Et je l'ai encore eu très récemment, puisqu'on a créé un mouvement, je vais y revenir, via Lucie Ménard, donc l'administratrice qui a créé le mouvement des beautés. Et pour faire rentrer et accompagner Lucie avec d'autres femmes, j'ai proposé dans mon comité de section, parce que donc, la coopérative est divisée en 11 sections territoires dans lesquelles sont élus une vingtaine de délégués qui élisent leurs 2 administrateurs. Donc pour aller au conseil d'administration de la coopérative, il faut déjà être élu délégué. Et j'y reviendrai tout à l'heure, comment avoir des femmes déjà au niveau délégué. Donc il faut lever ce premier écueil, c'est-à-dire les femmes, certaines sont freins pour organiser quoi que ce soit. Deuxième écueil, c'est quand même compliqué par le sens où on dit qu'il y a 25% de femmes. Il y a dans ces 25%, et je parle dans une région polyculture élevage, où il y a plus de femmes que dans la région purement céréalière. Dans ces 25%, j'en ai rencontré un certain nombre, et ça je tire de mon expérience quand je me suis lancé donc président il y a 20 ans dans le plan d'action et j'ai créé ce mouvement Les Agricultrices avec la seule administratrice que j'avais. Pour certaines, elles nous expliquaient moi j'ai choisi ce métier parce que je travaillais avant ailleurs, avec des contraintes horaires, avec des collègues, ça ne me plaisait pas. Je veux être seul à ma ferme, je fais mon travail, j'adore mes animaux avec lesquels je travaille, je peux m'occuper des enfants, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Là, il y a encore un pourcentage. Troisième écueil, c'est que tout le monde maintenant, et heureusement, je dirais, ou en tout cas, veut féminiser son conseil. Mais toutes les organisations économiques agricoles, centres de gestion, chambres d'agriculture, les SAFER, et j'en passe, et d'autres. Et donc, pas beaucoup de femmes, tout le monde veut les recruter, donc on va se les arracher. On va faire monter les enchères peut-être, on va voir après. Mais donc, il y a aussi ça. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on va pas essayer de décourager quand même, on crée des choses. Donc, moi, il y a 20 ans, on avait mis ça en place avec l'administratrice et ce collectif Journée de l'agricultrice. Alors, j'ai réussi quand même à en avoir une ou deux par ce biais peut-être. Mais parce qu'en 20 ans, pour tout vous dire, c'est pas spectaculaire, je passais de 1 à 3 femmes. Donc ça fait un gros pourcentage, mais ça ne fait pas beaucoup sur 30 administrateurs. Les retours que j'ai eus, puisque je fais des évaluations de chaque fin de mandat avec les administrateurs des entretiens, j'ai pas, au niveau des femmes qui sont présentes, aucune problématique d'acceptation par les hommes. Il y a une ambiance, homme-femme, voilà, en tout cas, il n'y a pas cette problématique-là. Au moins, ce n'était pas un écueil de frein, de dire on n'est pas accepté. Là encore, je pense que Lucie Ménard, dernière administratrice rentrée, pourra peut-être en témoigner. Mais, donc vraiment, aujourd'hui, pas cet écueil-là. Donc on a fait ce mouvement. Il a un peu dérivé dans le sens où il continue toujours depuis 20 ans parce que ça l'intéresse. Mais en fait, c'est... Ils emmènent une copine, des fois c'est même plus dans le monde agricole, on ne regarde plus qui c'est qui vient, ça fait un quart complet, ils vont visiter les installations de la coopérative et ce n'est pas très constructif en soi. Bon, en tout cas, c'est le mérite de pouvoir leur démontrer, parce que les toutes premières années, lorsqu'on a créé ça, on les a reçus avec le directeur, on a présenté la coopérative, comment on fonctionnait, quels étaient les écueils. Ce que je dirais comme enseignement sérieutrice, quand on a fait par réunion, pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Déjà commencer par mettre sur les invitations monsieur, madame. On mettait que monsieur, effectivement, voilà, d'accord. 2, vous enlèverez toutes les réunions du mercredi. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. 3, les réunions du soir, bien entendu, ça c'est sûr. Et là, je veux dire, mon espoir aujourd'hui pour demain, parce que ce travail, il faut le faire, la société entière. La société évolue, les jeunes agriculteurs masculins évoluent, et je le vois de plus en plus que je suis obligé dans les réunions également pour les hommes. On déplace, avant dans mes assemblées de section de fin d'année, sur les 11, il y en avait 8 le soir. Cette année, j'en ai 0 le soir. À la demande. Bon, il y a les anciens qui grognent quand même, parce qu'ils disent moi, la journée, j'ai pas le temps, j'y vais que le soir. Bon. Mais voilà, je pense que pour les jeunes, donc il faut prendre en compte tous ces éléments factoriels les uns à côté des autres pour arriver à bâtir quelque chose qui puisse lever au moins tous les écueils. Ceci étant, on voit que quand on a rendu là, c'est pas suffisant. Donc la dernière grande évolution qu'on a mis en place pour redonner un coup de booster, puisque j'avais une administratrice qui partait à la retraite, donc elles étaient 3. Et il a dit, moi je ne veux pas partir sans qu'il y ait quelque chose. J'ai dit, bon, chiche. Donc Lucie, ah oui, encore, j'ai oublié effectivement pour pouvoir chercher des femmes en entrée proactive. Je vous ai dit aujourd'hui que pour les productions animales, c'est là qu'elle pouvait rentrer au conseil d'administration. En tant que présidente de leur organisation de producteurs, elle siège au conseil d'administration. Par les territoires, il faut être élu au territoire.
Le problème, c'est que dans nos comités de section, sur les 11, il y en avait peut-être 3 où il y avait des femmes. Pas d'autres du tout à côté. Lucie faisait partie d'un comité de section où c'était son mari qui le représentait. Et comme je l'avais repéré sur les réseaux sociaux et je voyais quand même son profil, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir le couple. Et puis j'ai dit, voilà, il y a une place à pourvoir dans cette section. Il y a un administrateur qui part à la retraite. Son mari, c'est Alexis. Je dis, Alexis, est-ce que tu laisserais la place à ta femme, faire le permuter, switcher Heureusement, il y a des gens qui sont très bien. Et je remercie toujours son mari. Effectivement, il a dit, bon, je vais vous laisser vous régler entre eux, mais en tout cas, ils m'ont répondu tout de suite, assez rapidement en tout cas, pour faire le switch. Donc, dans le comité de section, on a représenté Lucie, on a fait sortir son mari, et c'est elle qui a pu être après devenue administratrice. Oui, donc il faut être proactif. C'est une possibilité, c'est que les maris laissent la place à voilà. la femme. Et aujourd'hui, dans les comités de section, maintenant, à chaque renouvellement, je dis, allez voir certaines personnes où vous savez qu'il y a une femme à côté, et vous demandez au délégué de section, est-ce que tu serais prête à laisser ta place à ta femme? Si je ne fais pas ça, je ne vais pas garnir mon nombre de femmes dans les sections et j'aurai du mal à recruter. On voit que vous y allez, vous y allez de votre personne, vous allez voir Lucie chez elle, vous demandez en personne aux agriculteurs, vous êtes engagé, on est très content de ça et on vous félicite, mais tout le monde n'est pas comme ça dans le monde agricole et on voit encore quelles difficultés vous avez quand même à féminiser. Mais j'ai quand même une question au départ, c'était il y a 20 ans quand vous avez commencé à chercher à féminiser le conseil d'administration. Pourquoi c'était pas encore, il n'y avait pas d'histoire il n'y avait pas d'épée de Damoclès sur les quotas, il n'y avait pas encore. Pourquoi c'était pas vraiment un sujet les agricultrices, c'était les femmes d'eux il y a encore 20 ans. Donc là, on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement? Vraiment, donc d'abord la seule administratrice qu'on avait, on voyait que quand elle prenait la parole, y compris dans des débats, il y avait une écoute différente. J'ai dit bon, là il y a quand même quelque chose. Il y avait une analyse. Alors, je pense que sur le fond, on raisonne pareil. Sur la forme, c'est différent. Et c'est très important. Ça nous permet d'explorer tous les champs des possibles et notamment des sensibilités différentes qui nous font une organisation différente, une perception auprès de l'adhérent, une communication. Parce que si vous communiquez que masculin, il n'y a pas grande chance que vous attiriez beaucoup de femmes à venir, ou alors les femmes très motivées par elles-mêmes. Mais si vous voulez élargir le cercle, il faut avoir une approche différente. Et cette femme avait cette approche différente. Et je le voyais bien parce que dans son organisation de producteurs volaille, elle était présidente de volaille, elle était à 50% de femmes quasiment, quoi. Voilà, donc c'était une organisation très féminine. J'ai dit donc ça veut dire que quand elle parle, elle s'est intéressée et je dirais quelque part lever ces difficultés d'approche que pour avoir les hommes quand ils communiquent. On est différent de la manière dont on s'exprime, même si on partage les mêmes objectifs, on n'a pas la même sensibilité pour les mettre en œuvre. Donc je voyais qu'il manquait cette sensibilité et une seule femme n'était pas suffisante. Et d'ailleurs, elle-même, même parmi 30, si elle n'avait pas besoin de lever le doigt pour prendre la parole, elle savait le faire. Mais ceci étant, c'était quand même pas représentatif du sociétariat de la CAVAC. Donc les femmes, elles apportent une différence, mais elles apportent aussi peut-être de la performance pour vous, Alors, également, on est dans une entreprise économique également, hein, c'est clair. Il y a cette performance, que derrière, ce qu'on recherche, c'est est-ce que j'ai tous les facteurs clés de succès? Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'avoir des femmes à la conseil d'administration, c'est un facteur clé de succès également. Oui, puisque, oui. Voilà. On le voit, c'est corroboré, peut-être table ronde de numéro 2 aussi, vous verrez dans les entreprises qui, elles, ont instauré des quotas. Il y a des femmes dans les conseils d'administration et les entreprises ont de meilleurs résultats économiques. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Peut-être Aurélie Bertin, nos deux agricultrices, j'aimerais vous faire réagir un petit peu à ce qui a été dit sur ces visions de femmes. Peut-être, est-ce que vous pouvez partager vos visions de chef d'entreprise agricole? Peut-être Aurélie Bertin, on commence par vous. Votre vision, par exemple, comment vous conciliez, vous, je sais que l'environnement c'est très important pour vous, comment vous conciliez environnement et économie? Quelle est votre plus-value peut-être en tant que femme sur votre exploitation? Alors, on s'est engagé depuis quelques années sur nos domaines avec une labellisation vigneron engagé RSE ISO 26000. C'est le seul label du monde du vin dans la RSE. Et pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale aujourd'hui de notre entreprise, puisque la RSE s'appuie sur, bien évidemment, l'économie.
mais l'environnement. Donc nous sommes bio, mais pas que. C'est-à-dire que nous mettons en place énormément de choses pour limiter l'impact de notre production sur l'environnement, au niveau de nos déchets, au niveau de nos consommations, limiter notre impact carbone. Donc, et travailler bien évidemment avec nos parties prenantes pour que nos parties prenantes soient aussi engagées dans l'environnement. Donc c'est toute une économie qu'on a mis en place. Et puis dans la RSE, il y a quelque chose qui pour moi est très important aujourd'hui, c'est le social. Et je suis au début allée dans la RSE pour ce volet social, pour mettre vraiment l'humain au cœur de l'entreprise, redonner voilà, de l'énergie dans l'entreprise, faire participer l'ensemble de nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a quand même 60 collaborateurs avec toutes nos activités périphériques. Et voilà, les engager. On a fait des Vie ma vie, donc on a mis les gens des bureaux dans les parties prod sur les tracteurs pour qu'ils comprennent les métiers de l'entreprise. On les fait participer à des groupes de travail aussi. Donc voilà, notre engagement. Et puis, il y a un point aussi qui est important pour nous. On réfléchit beaucoup aussi au réchauffement climatique qui impacte énormément notre secteur d'activité et surtout en Provence. Voilà, donc on travaille énormément sur tous ces projets et on implique l'ensemble de nos collaborateurs sur ces projets. D'accord. Et les femmes aussi Et des femmes, bien évidemment. Alors nous, on a la parité. Alors principalement, c'est vrai que sur des métiers plus administratifs comme et marketing, mais pas que. On a aussi sur des métiers techniques au niveau de la production, au niveau de la vigne, que de la cave. On a bien évidemment des femmes qui s'investissent et on recrute de plus en plus de femmes. Et c'est très intéressant, comme vous le disiez à juste titre, cette mixité dans notre organisation. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Un plus, une plus-value, une valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est une plus-value et on a mis en place, bien évidemment, les réunions pas le mercredi, les réunions pas le soir. Et ça, comme vous l'avez dit, Jérôme Callot, ça concerne les femmes et les hommes. Hein, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le mercredi et le soir, c'est pour les femmes. Aujourd'hui, ça concerne les hommes et les femmes. Les congés paternité sont pris. On pousse vraiment les gens. Je pense que on a essayé de développer le bien-être au travail, mais le bien-être à la maison, il est aussi important. Donc voilà, hein, on sait qu'un salarié qui arrive en étant en forme et en étant bien accueilli dans l'entreprise sera beaucoup plus performant. Tous ces sujets de bien-être, on va dire au travail, de relationnel, etc., on peut juger ces qualités un peu féminines, même si, attention aux stéréotypes de genre, mais c'est quand même un plus, un vrai plus qu'on apporte à l'entreprise. Et c'est aussi quelque chose qui finalement plaît beaucoup aux jeunes générations. Ça corrobore un petit peu le témoignage d'Audrey Bourrelot. Est-ce qu'il n'y a pas une convergence entre les aspirations des jeunes et finalement les femmes, ça fait très longtemps qu'elles portent ces problématiques de bien-être, d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? De toute façon, aujourd'hui, il va falloir qu'on s'adapte dans nos entreprises à nos modes de management parce que les jeunes, vous avez pu tous le remarquer, la nouvelle génération évolue. C'est un monde beaucoup plus individuel et donc il va falloir qu'on adapte vraiment nos modes de management. C'est donner du sens aux gens, donner un cadre, mais leur laisser beaucoup de liberté dans l'entreprise, d'expression, parce qu'autrement ils ne resteront pas dans l'entreprise. Alors je ne sais pas si c'est typiquement féminin ou pas, mais voilà, je pense que c'est important aujourd'hui que les jeunes générations, voilà, la marque employeur et tout ce qu'on fait au niveau de l'entreprise, ça c'est très important pour arriver à recruter, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Oui. Anne-Cécile, Suzanne, votre vision, vous, de l'entreprise agricole, comment vous gérez, comment est-ce que vous avez une plus-value aussi par votre parcours peut-être qui est quand même assez féminin, c'est-à-dire que beaucoup de femmes arrivent au métier en agriculture en ayant eu une première expérience professionnelle ou plusieurs et arrivent avec des compétences, un regard un peu différent, c'est un peu ce que vous avez évoqué. Oui, moi je me suis installée effectivement quand j'étais encore étudiante et dans une ferme qui coulait. Hein, ça allait pas très bien financièrement parce que mon père avait été malade plusieurs années avant de décéder. Et donc j'ai effectivement déployé des compétences en comptabilité, en gestion pour communiquer avec les banques, avec qui le dialogue était quand même assez difficile. J'ai déployé tous mes PowerPoint, mes Excel. Donc je ne sais pas si c'est un parcours au féminin, mais en tout cas la diversité d'un parcours et
le fait d'être ouvert à plein d'horizons différents, c'est clairement une force aujourd'hui pour diriger une exploitation agricole. Donc ça, oui, c'est le premier point. Et puis, sinon, moi, au quotidien, sur mon exploitation, je travaille avec 2 hommes et ça se passe très bien. Hein. Il n'y a pas de sujet. C'est vos salariés? Oui, mes 2 salariés. Et même si c'est vrai, quand il y a des trucs hyper physiques, au lieu de me casser les bras et le dos, ce sont eux qui le font. Je fais d'autres choses avec eux. Et même ma petite victoire, c'est quand, typiquement, il y a 15 jours, il y avait un vélage compliqué. Mon salarié expérimenté qui travaille avec moi depuis 10 ans, qui j'ai toute confiance, n'y arrivait pas. Et il m'a appelé pour voir si moi j'y arrivais mieux que lui. Et je me suis dit, bah tiens, on arrive quand même aussi à cette complémentarité-là où il me fait confiance vraiment aussi, même parfois pour être meilleur que lui sur certaines choses. Donc ouais, il suffit de trouver en fait les bons modes de fonctionnement et ça relève d'une chose très simple, hein, c'est du management, c'est du travail en équipe et tout ça, ce sont des compétences où je suis sûre qu'en tant que femme, pour le coup, on arrive aussi à apporter des clés un petit peu différentes et qui permettent de trouver des modes d'organisation plus efficaces. Et puis je renverse juste rapidement la perspective. En tant qu'agricultrice, aujourd'hui, j'accompagne aussi des présidents de coopératives, des directeurs généraux, je suis membre du board d'Auchan International. En fait, j'apporte aussi cette richesse-là de ma vision d'agricultrice à l'écosystème qui navigue autour de l'agriculture. Donc je dirais qu'en fait ces profils au féminin, ils peuvent aussi irriguer, donc moi je suis un exemple, il y en a plein d'autres, ils peuvent irriguer aussi les décisionnaires qui naviguent autour de l'agriculture. Donc je crois que voilà, il faut faire de la fertilisation croisée. Merci beaucoup pour ce témoignage. Naïda Driflamia, quand on entend ces 2 témoignages, on a envie d'en voir plein des agricultrices comme ça. Ah oui, on a envie vraiment de les faire émerger, de les aider, de les pousser. On a envie de les amener chez Hectare. Qu'est-ce que vous faites au ministère de l'Agriculture? Quels sont un peu les leviers pour les aider en tant que femme chef d'entreprise agricole? Et puis aussi, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez avec les autres ministères? Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. On sent qu'il y a un problème un peu systémique dans la société. Hein. Je veux dire, ce qu'on rencontre ici, c'est pas juste dans le monde agricole, c'est aussi dans tous les mondes un peu masculins et puis dans la société entière. Donc, on serait intéressé par comment vous accompagnez les chefs d'entreprise agricole et comment vous travaillez avec les autres ministères. Alors peut-être préciser que le ministère de l'Agriculture est quand même très engagé dans la promotion en faveur de l'égalité femmes-hommes, que l'égalité a été reconduite grande cause de ce quinquennat, et que dans ce cadre, donc dans ma fonction de haute fonctionnaire à l'égalité, je suis missionnée pour impulser, animer, coordonner la politique du gouvernement, mais pour le ministère de l'Agriculture, pour les agents du ministère de l'Agriculture, pour ses usagers, les apprenants, mais également la profession agricole. Donc c'est quand même un volet très important. Et dans ce cadre-là, donc je propose une feuille de route ministérielle. Donc nous avons une feuille de route ministérielle qui arrive d'ailleurs à échéance puisque nous en faisons le bilan et nous travaillons la prochaine feuille de route. Et cette feuille de route, donc elle comprend 5 axes stratégiques et qui se déclinent en en une trentaine de mesures concrètes, opérationnelles. Et parmi ces mesures, il y a effectivement l'accompagnement des femmes dans le milieu agricole. Dire également que nous avons obtenu le double label. Donc ça, c'est très important. Nous avons tous les ministères ne l'ont pas. Tous les ministères ne l'ont pas. Donc le ministère est engagé depuis 2013, s'est engagé dans une démarche de double labellisation égalité et diversité en 2017 et a obtenu le double label. Donc ça, c'est un point fort. Sur la parité, donc dans nos axes stratégiques, il y a également une culture commune de l'égalité et de la diversité. Le ministère a quand même déployé un plan de formation ambitieux auprès de tous les personnels et aujourd'hui, nos agents, à plus de 70%, sont formés à l'égalité et à la diversité. Ça rejoint ce que disait Audrey Borrelot, donc formés vraiment sur les stéréotypes de genre. Ça, c'est un point essentiel. Ensuite, atteindre les objectifs en matière d'égalité. Donc ça, c'est un point fort, tout ce qui tourne autour de la mixité pour atteindre l'égalité professionnelle. Et préciser que dans nos instances,
ministère de l'Agriculture, sur des postes de cadre supérieur et de direction, nous sommes quasiment à parité hommes-femmes. Vous êtes exemplaire au ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que nous respectons la loi, voilà, l'État exemplaire, le ministère de l'Agriculture est exemplaire en ce sens, et donc nous sommes bien dans nous sommes au-delà du pourcentage réglementaire, donc des 40%, c'était la loi Sauvadet. Aujourd'hui, depuis juillet 2019, la loi donc, impose 50% pour les nouvelles nominations. Et vous dire qu'effectivement, nous travaillons en interministériel, puisque nous sommes un réseau de hauts fonctionnaires à l'égalité et diversité. Nous sommes 14. Nous travaillons en réseau. 14 de ministères différents. De ministères différents, justice, économie, éducation nationale, culture, agriculture. Nous sommes 14 au total, avec un pilotage ministère égalité femmes-hommes. Et comme vous le savez, donc grande cause reconduite, grande cause nationale, égalité, diversité. Elisabeth Borne a lancé le comité interministériel à l'égalité femmes-hommes. Et nous travaillons, donc piloté par le ministère égalité femmes-hommes, et nous travaillons ensemble pour mettre en action le plan de la grande cause égalité. Et dans ce cadre, justement, nous portons, ministère de l'Agriculture, 2 mesures importantes inscrites dans le plan interministériel Toutes et tous égaux. Un plan en faveur des femmes agricultrices qui souhaitent, des agricultrices qui souhaitent s'installer, reprendre une exploitation et en fait soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Donc c'est inscrit dans le plan interministériel. Et nous avons également inscrit notre étude sur les filières genrées. Donc c'est quand même très important parce qu'il y a un cadre, nous suivons ce cadre et nous œuvrons en faveur de l'égalité, que ce soit en interne ou en portant les politiques publiques auprès justement de la profession agricole. Donc le ministère montre l'exemple et accompagne le monde agricole. Accompagne. Nous œuvrons, en tout cas, les mesures sont inscrites dans notre feuille de route. Les feuilles de route sont publiques. Tout à fait. Je les ai lues et je vous le conseille parce que c'est quand même pour une entreprise là, s'inspirer de ça, c'est quand même nous c'est suivons, très impressionnant. voilà, pardon Gabriel, nous suivons, il y a 35 mesures. Ces mesures sont suivies par il y a des comités de pilotage avec donc différents acteurs. C'est évalué et ensuite, lorsque nous atteignons la cible, nous renouvelons, nous reproposons de nouvelles mesures, en tout cas toujours pour aider la profession et nos agents en interne. Puisque nous, dans le cadre du plan également, nous œuvrons pour justement qu'il y ait conciliation vie privée, vie professionnelle. Et j'ai oublié de parler aussi du programme Les Talentueuses. Exact. Voilà, ça c'est très important, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la fonction publique, les 3 versants de la fonction publique, nous encourageons les femmes à oser aller vers des postes de direction, comme l'a précisé Audrey tout à l'heure, puisque maintenant, y compris sur les grandes entreprises multinationales, nous retrouvons dans les COMEX des femmes. Eh bien, au sein de la fonction publique, sur des postes de direction, donc nous encourageons, il y a un programme qui est porté par la délégation interministérielle de l'État, ce programme, et qui est ouvert pour la prochaine session à 100 candidates. Pour les cadres, pour les faire monter pour les faire dans le monter, ministère, d'accord. Voilà. Donc là, vous avez au moins une dizaine de mesures Voilà. à proposer, donc bravo pour votre engagement. Et l'engagement du ministère. J'avais plein d'autres questions à vous poser, évidemment, on ne va pas pouvoir, mais j'aimerais avoir quelques réactions. Nicolas Broutet est encore là, peut-être de l'ESA, pour nous raconter un petit peu comment ça se passe. Quelle est votre proposition à l'ESA sur ce sujet ? Merci Gabriel, merci déjà Vox Déméter et AgriID aussi pour la richesse des débats. Alors, Nicolas Broutet, moi je suis directeur des relations entreprises, alumni mécénat de l'ESA. L'ESA c'est quoi ? C'est l'École supérieure des agricultures. On est historiquement basé à Angers, puis on a un deuxième petit campus à Saint-Quentin en Yvelines, voilà, pas très loin d'Hectare d'ailleurs. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on a à peu près aujourd'hui 3000 apprenants, pour vous situer.
dans des réalités d'installation et de vie dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire qui sont très différentes. Hein. On a 1000 étudiants dans le continuum technique qui vont du bac pro, BTS, licence pro, agricad, etc. On a la formation ingénieur et on a aussi la formation en enseignement à distance qui, du coup, a explosé en termes de formation des NIMA pour des reconversions d'agriculture. Donc, beaucoup de reconversions d'adultes en ce moment. Et donc, par rapport à ce sujet en fait, de l'agriculture au féminin, nous, vu la diversité des profils qu'on reçoit à l'école et qu'on forme, on a pris le parti de se dire qu'il y a un vrai sujet autour de l'agriculture au féminin, parce qu'on constate, nous, des décalages par formation, qui rejoignent des décalages par filière, que ce soit d'ailleurs dans toutes les modalités, apprentissage ou formation initiale, formation continue aussi, des filières qui sont attractives, par exemple, pour des filles qui ne le sont pas pour des garçons. En agroalimentaire, là, on n'en a pas parlé, c'est moins l'objet ici, mais il y a trop de filles en innovation, pas assez en production. Nous, on a été contactés par des entreprises du paysage qui constatent qu'ils ont 70% de filles dans leurs 70% de garçons de salariés et qu'ils n'arrivent pas à attirer des jeunes filles pour postuler, mais ça se retrouve chez nous en formation, donc il faut remonter la chaîne et comprendre pourquoi. Donc j'étais très intéressé d'écouter Madame Drift notamment sur ce sujet-là. Nous, on considère à l'ESA qu'en fait, il faut aller parler assez tôt dans les collèges, voire dans les lycées. Moi, j'ai une fille de 14 ans en ce moment, c'est l'orientation, voilà. Nous, à notre époque, on ne nous demandait pas de savoir ce qu'on allait faire exactement en quatrième. Aujourd'hui, on forme des enfants qui doivent être matures très tôt. Et je lui ai demandé, dans ta classe, aujourd'hui, donc elle est en troisième, et je vis dans une région, dans le vignoble nantais, à Clisson précisément, voilà, petite dédicace, zone rurale. Combien de tes copines veulent faire agricultrice ou veulent travailler dans l'agriculture? Voilà. Ben, 0. Voilà. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc nous, on doit aussi porter la voix, ce côté rôle modèle dont parlait Audrey. En fait, il existe aussi à toutes les échelles, en fait. Il existe dans l'incarnation, effectivement, l'exemplarité. Il existe aussi dans un travail de terrain. Voilà. Et ça, pour le faire, en fait, nous, on envisage, on travaille dans ce sens-là, mais de monter ce qu'on appelle une chaire d'enseignement autour de l'agriculture et du féminin, pour que systématiquement tous les élèves, les étudiants qui passent à l'ESA, que ce soit en formation initiale, apprentissage, continu, soient formés au genre, à la question du genre, à ses difficultés, fassent remonter des petits problèmes comme par exemple dans le paysage, pas de cabine pour se changer, pas de tenue pour les femmes. On parlait avec un agriculteur tout à l'heure, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de tenue de travail pour les... On a maintenant des tenues de travail agricoles pour les femmes, on n'en a pas pour les femmes enceintes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un marché? Est-ce que ce n'est pas une niche pour un entrepreneur demain? Est-ce que ce n'est pas un sujet à travailler? Bon, mais voilà, il y a la question de l'entrepreneuriat aussi. Donc, question de rôle modèle, question de l'entrepreneuriat, et puis question aussi de discussion, parce que le sujet est vraiment éminemment un sujet d'entreprise. On a parlé de la gouvernance et des plafonds de verre qu'il y avait. C'est le cas dans toutes les coopératives, mais dans d'autres entreprises aussi. Et chacun cherche la solution. Bah, pourquoi pas la chercher ensemble, quoi. Donc, en fait, nous, on se propose en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, en capitalisant aussi sur des travaux qu'ont mené notre chaire de recherche Mutation Agricole sur les entrées et sorties dans le monde de l'agriculture, sur des sujets comme la réussite en agriculture, donc qui rejoint des sujets dont vous avez parlé sur comment positiver en agriculture, bah, du coup, d'introduire, voilà, de faire discuter les gens ensemble. C'est le principe d'une chaire. Et donc, bah, tous ensemble, voilà, de pouvoir porter ces sujets en complémentarité de ce que font bien d'autres acteurs et en synergie avec eux. Mais voilà, c'est notre proposition. C'est votre proposition. Et là, vous en êtes, je pense que c'est le premier endroit où j'en parle publiquement. Est-ce que vous avez un message peut-être? Vous cherchez des partenaires? Bah, évidemment, on cherche des partenaires. Alors bon, tout ça, il va nous falloir des fonds, évidemment. Il va nous falloir des fonds, il va nous falloir des financements. Donc évidemment, on cherche des mécènes. Je suis aussi le directeur général du fonds de dotation de l'école qui s'appelle le Campus Agriculture. Donc évidemment, s'il y a des partenaires qui sont intéressés pour discuter et puis pour avancer ensemble dans un esprit de co-construction, je serais ravi de pouvoir le faire et de pouvoir voilà, aussi travailler des problématiques qui sont des fois des problématiques un peu sur mesure, parce que les territoires ont aussi des réponses différentes, les filières ont des réponses différentes, voilà, donc voilà, et s'engager pleinement avec vous aussi dans ce combat qui est un combat de société. Merci beaucoup Nicolas, on vous attend et on vous souhaite bonne chance. Merci. J'aimerais interroger
une association qui est tout à fait non issue du monde agricole, qui s'appelle Vox Populi. Et Inès, tu vas nous raconter un peu de quoi il s'agit. Alors, c'est pas le sujet, c'est pas spécifiquement les femmes ou dans votre cas, mais peut-être parle déjà de ton association, de ce qu'elle fait avec les jeunes, et peut-être qu'est-ce que ça évoque un petit peu pour toi aujourd'hui cet événement. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Merci pour vos interventions. Je parle aux personnes du panel. Donc Vox Populi, on est une association loi 1901 qui œuvre dans les quartiers populaires pour l'éducation par le prisme de la formation, la culture et le sport. Et cette année, avec les agriculteurs ont du cœur, dont fait partie Gabriel, nous avons décidé de s'associer, de faire un partenariat entre donc notre association et la leur, et créer cette opération qui s'est appelée Agri Populi. L'objectif était d'emmener des jeunes au salon de l'agriculture et d'abord de les former à l'apprentissage pour cultiver certains produits agricoles, et qu'eux puissent les transmettre cet apprentissage aux enfants qui venaient lors du salon de l'agriculture. Donc ils ont animé des stands. Donc c'était l'occasion de faire rencontrer deux mondes complètement différents, de susciter éventuellement des vocations et de faire découvrir le monde des agriculteurs dans cet événement qui est un événement connu mondialement, et voir comment ces jeunes pouvaient se mouvoir au sein d'un tel événement. Et donc ça a été une expérience assez probante, c'est-à-dire que le problème, le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, c'est que les vocations, pour qu'elles puissent être suscitées, il faut qu'on puisse connaître les métiers assez jeunes, notamment pour ces populations qui vont être loin des agriculteurs. Donc, une initiative d'aller vers ces populations est très importante parce qu'elles font partie, bien entendu, du territoire français. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'au travers des mamans de ces quartiers, parce que beaucoup de mamans issues de ces quartiers ont soit des associations ou bien viennent elles-mêmes de milieux agricoles dans leur pays d'origine, elles peuvent comprendre quels sont les enjeux de l'agriculture. Elles peuvent aussi susciter la vocation auprès de leurs enfants, leur parler de ces filières-là, parce qu'il y a beaucoup de filières qui sont complètement bouchées, des filières aussi qui ne parlent pas à ces jeunes-là. Et donc, en symbiose, j'imagine, avec d'autres associations agricoles, c'est de voir quels sont non seulement les métiers, quels sont les vies, je dirais même un peu un côté marketing, lifestyle de certains agriculteurs ou bien coopératives. Ça peut très certainement susciter des vocations. Ça peut aussi créer des ponts. Je discutais avec une maman qui, elle, est d'origine mauritanienne, qui me disait il y a des femmes en Mauritanie qui, elles, donc, sont agricultrices à leur niveau, et elles cultivent certains produits qu'elles vendent, et la vente de ces produits leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais ça peut aussi permettre de créer des ponts entre eux, des jeunes des quartiers ici, pour travailler avec des agriculteurs et ensuite faire une espèce de lien, aller vers l'étranger et susciter vraiment une vocation beaucoup plus grande et beaucoup plus humaine, en fait, de ce métier-là. Oui, Inès, vous nous dites qu'il y a un vivier potentiel dans les banlieues. Oui, dans les banlieues, pour moi, un vivier potentiel auprès des mamans. Là, vous lancez un appel au monde agricole, venez vers nous. Oui, c'était exactement ça, comme on l'a fait l'année dernière. Ça s'est très bien passé. Donc on a passé tout le salon de l'agriculture ensemble en février. Et je pense qu'on risque de refaire l'initiative. Avec grand plaisir. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Inès. Est-ce qu'il y a des questions ou une réaction peut-être de votre structure? Vous voulez dire un peu oui? Emmanuelle Corati. Oui, bonjour à tous. Emmanuelle Corati, je m'occupe d'une association qui s'appelle Back to Earth, donc qui est partenaire de Vox Déméter.
Donc, notre association a pour vocation de promouvoir et de relier les acteurs français du retour à la terre et de l'avenir des territoires. Et on s'est donné comme axe de travail cette année retour à la terre et féminin, puisqu'on a observé en fait de façon très concrète qu'il se passait quelque chose autour des femmes en lien avec le retour à la terre. Et du coup, notre contribution cette année, c'est d'aller explorer la façon dont les femmes contribuent au renouvellement des pratiques et des générations agricoles, comment elles entreprennent peut-être différemment dans les territoires, comment elles contribuent aux transitions. Ça donne lieu à des travaux dans le cadre de notre observatoire. Ça va être la thématique de nos rencontres nationales du retour à la terre qui auront lieu à l'ESA d'Angers le 20 février prochain en partenariat avec Vox Déméter, Agridé et puis donc l'ESA. Et ça va nous amener aussi à remettre un prix qu'on va décerner avec Vox Déméter et l'ESA, donc le prix Femmes, Agriculture et Territoire, avec l'idée de faire émerger des rôles modèles. Dernier point, sur la contribution peut-être spécifique qu'on peut apporter et qui me paraît important, c'est l'idée d'aborder ces questions en écosystème et que ce ne soit pas uniquement la question du monde agricole. Et donc nous, on essaie d'être un lieu de rencontre où à la fois la recherche, les acteurs de la finance au sens large, les institutions, les élus locaux, les porteurs de projets et les associations peuvent se rencontrer autour de ces dynamiques qui doivent être à la fois engagées à l'échelle nationale, mais aussi déclinées dans les territoires. Et donc cette dimension d'écosystème nous paraît hyper importante. Voilà, merci. Merci beaucoup Emmanuelle. Et on a noté le 20 février à l'ESA d'Angers. Très bien, merci beaucoup. On va malheureusement devoir, je vais vous permettre de regagner vos places. On n'a pas le temps de faire plus de questions. On peut vraiment les applaudir parce que c'était engageant. Merci, c'est ce qu'on vous avait demandé. C'était des propositions engagées. On vous remercie beaucoup.